Tout n'était pas beau dans cet avènement d'une classe moyenne vertueuse qui s'établissait à la faveur d'un prochain changement de régime. L'honnêteté politique gagnait la partie à l'aide de stratagèmes assez louches. Le Sénat, en mettant peu à peu toute l'administration entre les mains de ses protégés, complétait l'encerclement de Domitien à bout de souffle. Les hommes nouveaux auxquels me rattachaient tous mes liens de famille n'étaient peut-être pas très différents de ceux qu'ils allaient remplacer. Ils étaient surtout moins salis par le pouvoir. Les cousins et les neveux de province s'attendaient au moins à des places subalternes. Encore leur demandait-on de les remplir avec intégrité. J'eus la mienne. Je fus nommé juge au tribunal chargé des litiges d'héritage. C'est de ce poste modeste que j'assistais aux dernières passes du duel à mort entre Domitien et Rome. L'empereur avait perdu pied dans la ville où il ne se soutenait plus qu'à coups d'exécution qui hâtaient sa fin. L'armée tout entière complotait sa mort. Je compris peu de choses à cette escrime plus fatale encore que celle de la reine. Je me contentais d'éprouver pour le tyran aux abois le mépris un peu arrogant d'un élève des philosophes. Bien conseillé par Atianus, je fis mon métier sans trop m'occuper de politique. Cette année de travail différa peu des années d'études. Le droit m'était inconnu. J'eus la chance d'avoir pour collègue au tribunal Neratus Priscus, qui consentit à m'instruire et qui est resté jusqu'au jour de sa mort mon conseiller légal et mon ami. Il appartenait à ce type d'esprit si rare qui, possédant à fond une spécialité, la voyant pour ainsi dire du dedans, et d'un point de vue inaccessible aux profanes, garde cependant le sens de sa valeur relative dans l'ordre des choses, la mesure en termes humains. Plus versé qu'aucun de ses contemporains dans la routine de la loi, il n'hésitait jamais en présence d'innovations utiles. C'est grâce à lui plus tard que j'ai réussi à faire opérer certaines réformes. D'autres travaux s'imposèrent. J'avais conservé mon accent de province. Mon premier discours au tribunal fit éclater de rire. Je mis à profit mes fréquentations avec les acteurs par lesquels je scandalisais ma famille. Les leçons d'élocution furent pendant de longs mois la plus ardue mais la plus délicieuse de mes tâches et le mieux gardé des secrets de ma vie. La débauche même devenait une étude durant ces années difficiles. Je tâchais de me mettre au ton de la jeunesse dorée de Rome. Je n'y ai jamais complètement réussi. Par une lâcheté propre à cet âge dont la témérité toute physique se dépense ailleurs, je n'osais qu'à demi me faire confiance à moi-même. Dans l'espoir de ressembler aux autres, j'émoussais ou j'aiguisais ma nature. On m'aimait peu. Il n'y avait d'ailleurs aucune raison pour qu'on le fît. Certains traits, par exemple le goût des arts, qui passait inaperçu chez l'écolier d'Athènes et qui allait être plus ou moins généralement accepté chez l'empereur, gênaient chez l'officier et le magistrat au premier stage de l'autorité. Mon hellénisme prêtait à sourire, d'autant plus que je l'étalais et le dissimulais maladroitement tour à tour. On m'appelait au Sénat l'étudiant grec. Je commençais à voir ma légende, ce reflet miroitant, bizarre, fait à demi de nos actions, à demi de ce que le vulgaire pense d'elle. Des plaideurs éhontés me déléguaient leurs femmes, s'ils savaient mon intrigue avec l'épouse d'un sénateur, leur fils, quand j'affichais follement ma passion pour quelques jeunes mines. Il y avait plaisir à confondre ces gens-là par mon indifférence. Les plus piteux étaient encore ceux qui, pour me plaire, m'entretenaient de littérature. La technique que j'ai dû élaborer dans ces postes médiocres m'a servi plus tard pour mes audiences impériales. Être tout à chacun pendant la brève durée de l'audience, faire du monde une table rase où n'existait pour le moment que ce banquier, ce vétéran, cette veuve. Accorder à ces personnes si variées, bien qu'enfermées naturellement dans les étroites limites de quelque espèce, toute l'attention polie qu'au meilleur moment on s'accorde à soi-même, et les voir presque immanquablement profiter de cette facilité pour s'enfler comme la grenouille de la fable. Enfin, consacrer sérieusement quelques instants à penser à leurs problèmes ou à leurs affaires. C'était encore le cabinet du médecin. J'y mettais à nu d'effroyables vieilles haines, une lèpre de mensonges. Mari contre femme, père contre enfant, collatéraux contre tout le monde. Le peu de respect que j'ai personnellement pour l'institution de la famille n'y a guère résisté. Je ne méprise pas les hommes. Si je le faisais, je n'aurais aucun droit ni aucune raison d'essayer de les gouverner. Je les sais vains, ignorants, avides, inquiets, capables de presque tout pour réussir, pour se faire valoir, même à leurs propres yeux, ou tout simplement pour éviter de souffrir. Je le sais, je suis comme eux, du moins par moments, ou j'aurais pu l'être. Entre autrui et moi, les différences que j'aperçois sont trop négligeables pour compter dans l'addition finale.
Je m'efforce donc que mon attitude soit aussi éloignée de la froide supériorité du philosophe que de l'arrogance du César. Les plus opaques des hommes ne sont pas sans lueur. Cet assassin joue proprement de la flûte, ce contremaître déchirant à coups de fouet le dos des esclaves est peut-être un bon fils. Cet idiot partage avec moi son dernier morceau de pain. Et il y en a peu auxquels on ne puisse apprendre convenablement quelque chose. Notre grande erreur est d'essayer d'obtenir de chacun, en particulier les vertus qu'il n'a pas, et de négliger de cultiver celles qu'il possède. J'appliquerai ici à la recherche de ces vertus fragmentaires ce que je disais plus haut, voluptueusement, de la recherche de la beauté. J'ai connu des êtres infiniment plus nobles, plus parfaits que moi-même, comme ton père, Antonin. J'ai fréquenté bon nombre de héros et même quelques sages. J'ai rencontré chez la plupart des hommes peu de consistance dans le bien, mais pas davantage dans le mal. Leur méfiance, leur indifférence plus ou moins hostile, cédaient presque trop vite, presque honteusement, se changeaient presque trop facilement en gratitude, en respect. D'ailleurs, sans doute aussi peu durable, leur égoïsme même pouvait être tourné à des fins utiles. Je m'étonne toujours que si peu m'ait haï. Je n'ai eu que 2 ou 3 ennemis acharnés dont j'étais, comme toujours, en partie responsable. Quelques-uns m'ont aimé, ceux-là m'ont donné beaucoup plus que je n'avais le droit d'exiger, ni même d'espérer d'eux. Leur mort, quelquefois leur vie. Et le Dieu qu'ils portent en eux se révèle souvent lorsqu'ils meurent. Il n'y a qu'un seul point sur lequel je me sens supérieur au commun des hommes. Je suis tout ensemble plus libre et plus soumis qu'ils n'osent l'être. Presque tous méconnaissent également leur juste liberté et leur vraie servitude. Ils maudissent leur faire, ils semblent parfois s'en vanter. D'autre part, leur temps s'écoule en vaine licence. Ils ne savent pas se tresser eux-mêmes le joug le plus léger. Pour moi, j'ai cherché la liberté plus que la puissance, et la puissance seulement parce qu'en partie, elle favorisait la liberté. Ce qui m'intéressait n'était pas une philosophie de l'homme libre, tous ceux qui s'y essayent m'ennuyèrent, mais une technique. Je voulais trouver la charnière où notre volonté s'articule au destin, où la discipline seconde au lieu de la freiner, la nature. Comprends bien qu'il ne s'agit pas ici de la dure volonté du stoïque dont tu t'exagères le pouvoir, dit de je ne sais quel choix ou quel refus abstrait qui insulte aux conditions de notre monde plein, continu, formé d'objets et de corps. J'ai rêvé d'un plus secret acquiescement ou d'une plus souple bonne volonté. La vie m'était un cheval dont on épouse les mouvements, mais après l'avoir de son mieux dressé. Tout en somme étant une décision de l'esprit mais lente, mais insensible, et qui entraîne aussi l'adhésion du corps, je m'efforçais d'atteindre par degrés cet état de liberté ou de soumission presque pure. La gymnastique m'y servait, la dialectique ne m'y nuisait pas. Je cherchais d'abord une simple liberté de vacances, des moments libres. Toute vie bien réglée a les siens et qui ne sait pas les provoquer ne sait pas vivre. J'allais plus loin. J'imaginais une liberté de simultanéité où 2 actions, 2 états seraient en même temps possibles. J'appris par exemple, me modelant sur César, à dicter plusieurs textes à la fois, à parler en continuant à lire. J'inventais un mode de vie où la plus lourde tâche pourrait être accomplie parfaitement sans m'engager tout entier. En vérité, j'ai parfois osé me proposer d'éliminer jusqu'à la notion physique de fatigue. À d'autres moments, je m'exerçais à pratiquer une liberté d'alternance. Les émotions, les idées, les travaux devaient à chaque instant rester capables d'être interrompus puis repris. Et la certitude de pouvoir les chasser ou les rappeler comme des esclaves leur enlevait toute chance de tyrannie, et à moi tout sentiment de servitude. Je fis mieux, j'ordonnai toute une journée autour d'une idée préférée que je ne quittais plus. Tout ce qui aurait dû m'en décourager ou m'en distraire, les projets ou les travaux d'un autre ordre, les paroles sans portée, les 1000 incidents du jour, prenaient appui sur elles comme des pampres sur un fût de colonne. D'autres fois, au contraire, je divisais à l'infini. Chaque pensée, chaque fait était pour moi rompu, sectionné en un fort grand nombre de pensées ou de faits plus petits, plus aisés à bien tenir en main. Les résolutions difficiles à prendre s'émiettaient en une poussière de décisions minuscules, adoptées une à une, conduisant l'une à l'autre et devenues de la sorte inévitables et faciles. Mais c'est encore la liberté d'acquiescement, la plus ardue de toutes, que je me suis le plus rigoureusement appliquée. Je voulais l'état où j'étais. Dans mes années de dépendance, ma suggestion perdait ce qu'elle avait d'amer ou même d'indigne si j'acceptais d'y voir un exercice utile. Je choisissais ce que j'avais, m'obligeant seulement à l'avoir totalement et à le goûter le mieux possible. Les plus mornes travaux s'exécutaient sans peine pour peu qu'il me plût de m'en éprendre. Dès qu'un objet me répugnait, j'en faisais un sujet d'étude. Je me forçais adroitement à en tirer un motif de joie.
En face d'une occurrence imprévue ou quasi désespérée, d'une embuscade ou d'une tempête en mer, toutes les mesures concernant les autres étant prises, je m'appliquais à faire fête au hasard, à jouir de ce qu'il m'apportait d'inattendu, et l'embuscade ou la tempête s'intégrait sans heurts dans mes plans ou dans mes songes. Même au sein de mon pire désastre, j'ai vu le moment où l'épuisement enlevait à celui-ci une part de son horreur, où je le faisais mien en acceptant de l'accepter. Si j'ai jamais à subir la torture, et la maladie va sans doute se charger de m'y soumettre, je ne suis pas sûre d'obtenir longtemps de moi l'impassibilité d'un Thraséas, mais j'aurai du moins la ressource de me résigner à mes cris. Et c'est de la sorte, avec un mélange de réserve et d'audace, de soumission et de révolte soigneusement concertée, d'exigences extrêmes et de concessions prudentes, que je me suis finalement acceptée moi-même.